Ce cas de carcinome mammaire d'origine hormonale a été traité avec une main sur le haut du crâne et une main sur le sein concerné. Celui-ci a été stimulé, ainsi que la moelle osseuse, où pour le moment, il y a des métastases pour lesquelles le système immunitaire est également stimulé. Avec quel résultat? Extraordinaire. Les médecins ne voulaient pas le croire. On a refait des radios et tout avait disparu. De nombreux patients adhèrent aujourd'hui à des médecines dites alternatives ou complémentaires, qui visent notamment à créer un équilibre entre les centres d'énergie qui émanent du corps. Comment peut-on stimuler ces énergies vitales? Comment peut-on les harmoniser? Quelles sont les bases réelles de ces thérapies et quels sont leurs fonctionnements? Les réponses à ces questions supposent un minimum d'initiation à un univers scientifique fascinant, issu d'anciennes traditions orientales. Un univers devenu l'objet de recherches d'avant-garde, mais qui demeure pourtant une énigme pour la plupart d'entre nous. Portiamo la nostra attenzione al respiro e cominciamo a seguire il flusso dell'aria che entra e che esce dalle nostre narici. L'énergie vitale. Le sujet se prête aux images poétiques. De longue date, l'énergie vitale est symbolisée par un fleuve mystérieux qui parcourt toute forme de la matière, et notamment notre corps. Il accompagne le cycle de la vie, la germination du grain, l'éclosion de la fleur, la croissance de l'arbre. Après l'été, vient l'automne, puis l'hiver. L'arbre vieillit et finit par succomber, tout comme nous. L'énergie qui circule librement est synonyme de vie. Son tarissement entraîne la maladie et la mort. Il nous faut donc demeurer le plus longtemps possible en harmonie avec notre corps et notre esprit, avec l'énergie vitale. Déjà, dans l'Antiquité chinoise, le taoïsme enseignait que l'homme peut découvrir ses véritables pouvoirs en fusionnant avec la nature. Harmonie avec son prochain, harmonie avec tout ce qui l'entoure, car le même fleuve mystérieux parcourt toute chose. Par ses mouvements gracieux, le maître taoïste de Tai Chi relie la terre au ciel. Il les met à l'unisson. L'énergie passe librement dans le corps et tout est bien-être. Selon l'expérience chinoise, plusieurs fois millénaire, l'énergie de l'homme, le qi, parcourt des lignes précises, les méridiens, ponctués de points tout aussi précis sur lesquels il est possible d'agir de manière à prévenir la maladie ou à la soigner. C'est l'acupuncture pratiquée sur des millions de patients, également à des fins d'anesthésie et associée ou non à l'utilisation de plantes et de minéraux. En Inde, la médecine traditionnelle, l'Ayurveda, se base également sur l'énergie vitale, ici baptisée prana. Différents canaux secondaires, les nadis, rejoignent un canal central qui relie le bassin à la tête, symboliquement la terre au ciel, en traversant des centres énergétiques, les chakras. Certains de ces concepts médicaux chinois et indiens se retrouvent d'ailleurs dans les thérapies occidentales,
notamment l'intuition selon laquelle l'énergie vitale est véhiculée par des flux lumineux. Une des formes les plus pures de cette médecine orientale se pratique au Bhoutan, un petit royaume de l'Himalaya. Dans son cabinet traditionnel, un médecin local applique sa thérapie en se fondant sur les symptômes que présente son patient, troubles digestifs et fatigue. Après avoir calmé son propre esprit par la méditation, le praticien effectue des prises de pouls suivant la méthode chinoise, ce qui lui permet de poser un diagnostic sur le flux énergétique du malade. Il prescrit des herbes, des minéraux et aussi une méditation propre à mettre en harmonie l'esprit et le corps de son client. Une thérapie très ignorée de la médecine occidentale. La méditation, c'est aussi la cure préventive pratiquée en permanence par ce lama qui prie en s'accompagnant d'un tambour. Il développe en lui un sentiment de compassion et d'amour qui doit le mettre en contact avec toute chose et en communion avec lui-même. Au sommet de sa concentration d'esprit doit lui apparaître un mandala, ce schéma qui est censé reproduire l'univers. C'est le signe de l'équilibre accompli, image de la perfection ou produit éphémère de son imagination. Le physicien suisse Jenny a analysé les rapports effectifs entre les sons et les formes, tels que l'homme en état de conscience peut les percevoir. Ces grains, répandus sur la surface d'un tambour, se répartissent en formes précises liées à la tonalité des vibrations. Avec des appareils très perfectionnés, on a abouti à des structures géométriques beaucoup plus complexes, comparables à celles du mandala, vu au Bhoutan. Au début était le verbe, dit la tradition. On connaît d'ailleurs de longue date la puissance qu'exercent les sons sur notre état émotif, et notamment la musique utilisée en thérapie. La science occidentale confirme ainsi la validité de beaucoup de principes médicaux hérités de l'Orient. Le neurophysiologiste japonais Motoyama a démontré l'existence de courants énergétiques et de champs électriques dans le corps humain, assimilables aux méridiens et aux chakras. Des études sur ces sujets sont aujourd'hui menées aux quatre coins du monde. En Allemagne, à l'Institut Kaiserslautern, le physicien Fritz Albert Popp poursuit des recherches sur l'énergie vitale et sur les phénomènes lumineux liés aux champs électriques de l'organisme. Le professeur Popp s'est penché en particulier sur les hypothèses de certains savants russes selon lesquelles les cellules communiqueraient entre elles par l'intermédiaire de la lumière, les biophotons, et pas seulement par voie biochimique. Si cette théorie se trouvait vérifiée, elle confirmerait les fondements de l'énergie vitale et ouvrirait définitivement à notre médecine de nouvelles possibilités thérapeutiques. La médecine orientale a d'ailleurs influencé au cours des siècles passés celle qui était pratiquée en Europe. Hippocrate, Paracelse ont témoigné de ces apports venus d'Asie. À partir du XVIe siècle, un renouvellement de la connaissance a ouvert d'autres pistes aux scientifiques. Mais aujourd'hui, quelques chercheurs professent à nouveau que certaines maladies pourraient trouver leur source dans un dysfonctionnement bioélectrique. Il faut revenir à ce sujet aux études du professeur Popp. Nous avons entamé nos mesures dans les années 70.
C'était difficile parce que l'intensité de la lumière était faible, comme celle d'une bougie observée à 20 km de distance. Il s'agissait de démontrer que cette lumière agissait comme un système de communication à l'intérieur de l'organisme. Un nouveau système ultra rapide, plus rapide encore que le système nerveux, ou celui qui concerne les substances de base, comme les hormones. Un système qui connecte toutes les parties de l'organisme à la vitesse de la lumière. Über den gesamten Organismus ausgebreitet sein und mit Lichtgeschwindigkeit sozusagen jeden Teil gleichzeitig an jeden anderen Teil binden können. Les images qui suivent constituent la première relation filmée de l'une des expériences qui démontre l'existence de cette communication par voie lumineuse. Dans ces deux verres ont été déposés des groupes identiques d'organismes monocellulaires. Ils sont placés dans un amplificateur puissant, utilisé ordinairement par les astronomes, et qui permettra de visualiser la lumière de la cellule. On peut voir comment réagissent les cellules. Elles communiquent. Ceci ne constitue qu'une expérience parmi beaucoup d'autres. À présent, la démonstration inverse. Les deux verres sont séparés par une plaque métallique. Cette fois, les deux cultures ne devraient plus avoir la possibilité de communiquer. On voit qu'effectivement, la communication est interrompue. La luminescence de chaque culture ne se manifeste que séparément. Quelles sont les conclusions que l'on peut tirer de l'expérience? Cette méthode permet d'effectuer des tests déterminant quelles substances influencent ce système de communication. Nous savons par exemple que les cellules tumorales ont perdu cette capacité à communiquer. Elles sont devenues sourdes à leur milieu ambiant. Elles croissent de manière autonome, la régulation du système cellulaire disparaît. Nous pouvons donc vérifier la relation entre ce phénomène et la malignité de la cellule. Nous pouvons aussi utiliser cette découverte pour influencer la communication, autrement dit, pour intervenir thérapeutiquement. La communication se faisant par la lumière, nous agirons sur celle-ci pour rétablir les contacts défectueux. Ce genre de problème n'est évidemment pas simple à résoudre. En fait, c'est très délicat. On n'obtient de résultats que grâce à une longue pratique et à beaucoup de patience. Les théoriciens et les chercheurs de base ne peuvent seuls apporter toutes les solutions. Le passage de la recherche à l'application sur le patient est donc rendu très difficile par la complexité des processus vitaux. Des modèles théoriques ont déduit des méthodes de diagnostic et de traitement qui seront ensuite testées et peu à peu affinées. Voici quelques exemples de la mise en œuvre d'anciennes connaissances déjà évoquées, puis de l'application de découvertes récentes. Ici, l'acupuncture classique, utilisée par le docteur Elisabeth Studer, spécialiste de médecine interne, est adaptée aux progrès qui ont été réalisés en matière de biophotons et de champs électriques. Cet appareil note l'état de ces champs électriques dans diverses zones du corps,
de manière à orienter le diagnostic destiné à mesurer les différents points d'acupuncture. Avant d'établir un diagnostic, nous procédons des tests avec cet appareil qui mesure la conductivité électrique de la peau dans chacune des principales parties du corps. Cette conductivité nous fournit des précisions sur les organes qui présentent des troubles énergétiques et qui pourraient être malades. Lorsqu'ils ont été ainsi localisés, ces troubles pourront faire l'objet d'examens plus approfondis et ils pourront être traités avec plus d'efficacité. Ici, on peut tester le système énergétique du poumon et constater qu'il est déficient. L'aiguille descend. Le diagnostic étant posé, on peut entamer la thérapie, ce qu'on appelle un balancement énergétique. Nous allons utiliser ce produit qui permet de normaliser la flore bactérienne intestinale. J'ai placé la préparation dans un récipient métallique pour la faire pénétrer dans les circuits électriques de mesure. On pourrait aussi mettre le médicament dans la main de la patiente. Le contact serait encore plus direct. Pour le moment, il ne s'agit ni de l'avaler ni de l'injecter. Le contact suffit. On constate que ce remède homéopathique est bien adapté. Il réagit sur les muqueuses avec un effet anti-allergique. Il permettra de rééquilibrer les troubles énergétiques constatés dans la partie gauche du corps. Ces procédés, l'électroacupuncture ou la biométrie fonctionnelle pratiquée par le Dr Studer, sont particulièrement novateurs. Les propriétés électriques des points d'acupuncture se modifient en fonction de l'état de l'organisme. La résistance ou la conductivité d'un point peut varier considérablement suivant l'évolution de l'état général du patient. Aujourd'hui, et grâce notamment aux recherches du Dr Pop, nous savons que les médicaments libèrent des photons. Tous les médicaments, même ceux qui sont utilisés en médecine traditionnelle. Ces photons influencent le champ électrique des points d'acupuncture. En mesurant ces changements, on peut évaluer l'action du médicament sur le patient. Cette méthode permet donc, au-delà du diagnostic individuel, de prescrire une thérapie véritablement sur mesure. Oui, et on peut tout à fait relever la présence de prédispositions héréditaires, indépendamment des troubles du corps énergétique. Cette expression a été inventée par des chercheurs russes. Les Chinois parlent plutôt de flux énergétique, le qi. Nous pouvons aussi traiter ces troubles de manière préventive, avant même que la maladie se manifeste dans l'organisme, ou à un stade précoce, lorsqu'il est encore possible de guérir sans intervention chirurgicale ou utilisation massive de substances chimiques. Ohne große Eingriffe wie Chirurgie oder chemische Mittel. On peut alors éliminer les troubles de manière moins agressive, par exemple avec des préparations homéopathiques. C'est un progrès considérable. En effet, c'est une méthode naturelle dont la médecine a besoin pour évoluer. Ces nouvelles techniques intègrent la médecine classique et la complètent. Elles favorisent en particulier la prévention,
des recherches approfondies renforcent constamment l'évaluation positive dont elles bénéficient dans le monde scientifique. Une autre de leurs applications est la chromothérapie. Sur base de ces clichés qui captent l'énergie émanant des doigts, des mains et des pieds, elle permet de dresser un bilan énergétique du corps tout entier. Le patient souffre de maux de tête et de troubles rénaux. La thérapie consiste à appliquer des lumières colorées sur les points d'acupuncture et d'influer ainsi sur l'équilibre énergétique du malade. Cette fois encore, il y a intégration de la médecine chinoise et de nouvelles découvertes liées à l'électromagnétisme, aux biophotons. Et les résultats ne sont pas moins surprenants. Und dadurch werden die Säuren des Magens sehr stark aktiviert. Toutes les cultures ont imaginé des thérapies qui utilisaient la lumière. Ce que nous faisons n'est pas nouveau. Je me suis fait cette réflexion. S'il est vrai, comme le professe la médecine chinoise, que c'est dans les méridiens que circule l'énergie vitale, nous n'avons plus besoin d'utiliser des aiguilles. Il suffit d'agir de l'extérieur en utilisant ce qui est présent à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la lumière, pour remettre l'ensemble en harmonie sur la base des lois de la résonance. Et chaque jour nous apporte la démonstration que cela fonctionne. La méthode consiste à projeter des couleurs pures sur les points d'acupuncture et d'autres points découverts empiriquement par le docteur Mandel. Les propriétés des diverses couleurs sont utilisées depuis des milliers d'années dans différentes méthodes thérapeutiques et en matière de recherche spirituelle. Le docteur Mandel a eu l'intuition de les intégrer dans de nouvelles applications. Nous savons depuis Newton qu'il existe 7 couleurs s'échelonnant du rouge au violet et de fréquences différentes. Chacune de ces fréquences nous apporte des informations spécifiques. Nous savons ainsi que le rouge est la couleur stimulante, que le bleu est apaisant, que le jaune améliore les prestations intellectuelles. Les couleurs peuvent ainsi nous fournir des éléments diagnostiques. Cela s'est avéré de longue date. Nous n'avons fait qu'adapter des connaissances à l'analyse des symptômes de nos patients pour appliquer ensuite un traitement avec les couleurs correspondantes. Et puisque la couleur a une fréquence, au même titre que le son, le docteur Mandel a intégré les deux éléments, donnant ainsi une nouvelle dimension sonore cette fois à la chromothérapie. La chromosonothérapie utilise des sons obtenus en convertissant la fréquence des couleurs. Cette corrélation couleur-son se réalise au travers des vibrations. Comme les sons, toutes les couleurs ont une vibration particulière, une fréquence lumineuse. La vue et l'odorat sont traités dans le cerveau par un organe commun, le thalamo optique. Et si la vue, comme l'odorat, sont gérés par le même organe, on peut supposer qu'un son, une fréquence, peut lui aussi induire dans notre cerveau une modification qui permettra de normaliser le processus de régulation de tout l'organisme. Man sieht in dem Bild, ich sagte am Anfang, diese Abflachung hier oben in dem Zeigefinger, wo ja eine Narbe ist. Les théories du docteur Mandel nous ramènent irrésistiblement aux méthodes du lama de Bhoutan qui médite en utilisant à la fois des formes, des couleurs et des sons. Elles nous ramènent aussi aux expériences du physicien Jenny. Et tout aboutit au même concept, celui de l'énergie vitale. Une vingtaine de minutes après le traitement, de nouvelles photos du malade confirment le diagnostic du docteur Mandel. Autre méthode non moins surprenante, la kinésiothérapie. Le docteur Alfred Schatz est physicien.
il applique une méthode conçue aux États-Unis et qui consiste à établir un bilan énergétique en vérifiant la résistance musculaire. Vérifions les muscles, toute la série. Il y a 12 couples de muscles liés aux 12 méridiens principaux que nous connaissons par l'acupuncture. Le principe de la kinésiologie est que des tests de la fonction musculaire peuvent permettre de déterminer la condition énergétique de la personne observée, pour lui appliquer ensuite des traitements appropriés qui permettront de corriger d'éventuels dysfonctionnements. L'idée de base est celle d'une reconstitution de l'équilibre bioénergétique. Nous nous référons pour l'essentiel à l'acupuncture pratiquée dans la Chine antique, mais aussi au principe que l'être humain est sain et équilibré lorsque ses énergies le sont. Nous allons pouvoir nous rendre compte de la condition énergétique qui est actuellement celle de la patiente. Le muscle est relié au méridien du gros intestin. Nous pouvons voir si le point d'acupuncture qui se trouve sur ce méridien peut aider à bouger le bloc énergétique. Nous allons observer une autre zone, la zone neurovasculaire qui active la circulation dans cette partie du corps, pour voir si nous pouvons faire quelque chose. Le Dr Schatz intervient sur les points d'acupuncture par des pressions légères destinées à dissoudre les blocs énergétiques. La kinésiothérapie n'est qu'une des nombreuses formes de traitement énergétique pratiquées aujourd'hui. La réflexologie, le shiatsu, la polarité ou le rééquilibrage notamment. Vous constatez le retour à une respiration profonde. C'est souvent le signe d'un rééquilibrage énergétique. Nous allons pouvoir vérifier le résultat obtenu. La kinésiothérapie peut aussi être utilisée pour guérir des phénomènes d'allergie parfois très pénibles. Il faut séparer le jaune et le blanc de l'œuf. Mettez en bouche un peu de jaune. Conservez-le sur la langue pendant toute la durée du test. Maintenant, vous êtes directement en contact avec l'élément. Nous allons observer la réaction des muscles. La kinésiothérapie est également utilisée dans des cas de perte de mémoire. Autre méthode étonnante, la pranothérapie. Ce cas de carcinome mammaire, d'origine hormonale, a été traité avec une main sur le haut du crâne et une main sur le sein concerné. Celui-ci a été stimulé, ainsi que la moelle osseuse, où pour le moment il y a des métastases, pour lesquelles le système immunitaire est également stimulé. La pranothérapie, très populaire, utilise des méthodes non conventionnelles qui peuvent la rendre suspecte, mais elle permet d'obtenir de réels résultats. Le docteur Giacalone est un praticien renommé qui a été soumis à de nombreux contrôles scientifiques. Il a effectué des recherches importantes sur les radiations bioénergétiques en collaboration avec des physiciens et des biochimistes. Ces études sont comparables à celles du docteur Pop. Elles démontrent l'existence de ces forces vitales qui se manifestent par des à-coups musculaires sur un patient qui souffre de graves troubles neurologiques. Nous allons démontrer les effets de l'énergie du prana en créant, par stimulation à travers une plaque de plomb d'1 centimètre d'épaisseur, des réactions myochroniques. Ces réactions sont spontanées. C'est par la pensée que l'on avive un champ pranique. L'effet de l'énergie stimule le système central et provoque des myochronies. Il faut noter que cette énergie ne stimule que les muscles malades. Les muscles sains ne réagissent pas au phénomène.
nei muscoli malati, non sui muscoli sani. Infatti a noi altri sani questo fenomeno non avviene. Une démonstration surprenante d'une force dont la puissance demeure un mystère. Que se passe-t-il entre le thérapeute et le patient, entre leurs champs énergétiques? Lorsque les deux énergies sont confrontées, il se produit un processus de résonance et de réfraction qui ravive les mécanismes biochimiques inexistants ou insuffisants. Vengono corretti i meccanismi biochimici impediti o quantomeno inesistenti. Ce phénomène permet donc de corriger un processus biochimique. Si corregge un processo biochimico. Cioè, quantità di energia che noi stiamo imparando a studiare. Actuellement, nous tentons d'évaluer la quantité d'énergie. Nous cherchons à créer un appareil qui permette de mieux comprendre les mécanismes pour pouvoir les créer artificiellement. Les résultats sont extraordinaires. Les médecins ne voulaient pas le croire. On a refait toutes les radios et tout avait disparu. Je suis sortie de l'hôpital et on m'a conseillé de venir ici. De quoi souffriez-vous? De myasthénie. Et vous avez guéri de cette maladie? Oui. On a enregistré beaucoup de guérisons de maladies très graves. Mais la prudence est de rigueur. Je souffrais d'un mélanome à la jambe gauche, opéré il y a 1 an et demi, et d'un autre bras traité en février. J'avais perdu toutes mes forces, toute mon énergie. J'étais dans un état d'extrême faiblesse. Je ne parvenais pas à récupérer. Certains thérapeutes perçoivent par l'approche de leurs mains l'énergie de leurs patients et posent ensuite leur diagnostic en fonction de leurs connaissances médicales. C'est le cas du docteur Jerzy Reimer. Le docteur Reimer voit également l'énergie qui émane de ses patients, sous forme de lumière de différentes couleurs. Cette autre méthode rejoint celle de certaines médecines orientales et les recherches de Motoyama et de Popp. Reimer perçoit les champs électriques dans leurs bandes lumineuses, ce qu'on appelle l'aura. Je peux vous dire que le docteur Jerzy Reimer a détecté les maladies dont j'avais effectivement souffert. Au diagnostic succède la thérapie. J'utilise diverses méthodes. De manière générale, mon intervention consiste à stimuler et à harmoniser les zones bioénergétiques perturbées. Elle consiste aussi à accroître la charge bioénergétique. Les diagnostics et les thérapies du Dr Reimer ont été étudiés à l'université de Varsovie et en Suisse. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont recours à cet ensemble de traitements généralement définis comme alternatifs à la médecine officielle. Mais ne faut-il pas considérer la médecine comme un tout, centré sur le bien-être humain et utilisant toutes les méthodes possibles? Ne faut-il donc pas parler plutôt de médecine globale ou holistique? De nouvelles recherches sont nécessaires, mais nous oublions trop souvent que notre santé dépend avant tout de notre propre façon de vivre. Trop souvent, nous nous laissons dominer par un rythme de vie frénétique qui nous agresse et nous perturbe.
Nous devons nous réapproprier notre propre existence, prendre soin de nous-mêmes. Nous pouvons être notre propre médecin. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui pratiquent des disciplines qui les aident à prendre leur santé en charge. Ainsi, le yoga, qui améliore la connaissance de soi, qui fait circuler le prana, l'énergie corporelle. L'individu fait agir sa pensée sur son corps. Il cesse d'être l'objet passif d'une thérapie extérieure. On multiplie les séminaires sur les différentes formes de méditation, de stimulation et d'équilibre des centres énergétiques, les chakras, sur les couleurs, les sons, etc. Beaucoup ont recours à la relaxation, comme le training autogène. On cherche à redécouvrir son corps et ses émotions propres pour développer une conscience plus authentique. La plante a des racines et des feuilles. Elle a 2 chakras. Elle capte l'énergie de la terre, l'énergie de la mère et du père. Elles se fondent pour que l'arbre puisse se réaliser. Il en est de même pour nous. L'énergie du père et de la mère, elles se fondent et se complètent. Et du centre de notre corps, cette énergie se dissipe au moment de la mort. La couleur orange est la couleur du contrôle des émotions. Maintenant, visualisez la couleur jaune et laissez reposer votre esprit. Comme l'enseigne la psychodynamique d'origine américaine, beaucoup de ces techniques ont en commun la relaxation du corps, celle de l'esprit et des exercices de visualisation qui permettent de guider les sens. La visualisation est un instrument naturel que nous portons en permanence en nous-mêmes. Elle nous permet d'envoyer à notre esprit des messages qu'il traduit, l'esprit créatif travaillant sur un plan imaginatif. De cette façon, nous lui communiquons des visualisations de ce à quoi nous souhaitons tendre. Par exemple, supposons une personne timide qui désire intensément acquérir le comportement inverse. Cette timidité s'alimente d'une série d'expériences que cette personne a vécues d'une certaine manière. Dans son cerveau, qui fonctionne comme un ordinateur, existe un programme timidité. Si, moi, à travers un discours imaginatif, je crée une série d'expériences inverses, je vais substituer au schéma de timidité un schéma de comportement correct, celui d'une personne qui a, avec les autres, une relation ordinaire. La personne en question se trouve alors débarrassée de son problème, sans qu'elle ait à faire agir sa volonté, sans qu'intervienne un véritable désir de changer de comportement. Le travail se fait au niveau de l'imagination puisque, par chance, l'esprit ne fait pas de distinction entre une expérience subjective et une expérience objective. O a livello immaginativo è esattamente sullo stesso piano, la nostra mente non sa distinguerlo. Quand je vous dirai 3, vous bâtirez autour de vous un véritable écran avec un cadre. Vous le construirez en bougeant physiquement. Chacun formule son objectif et le visualise plastiquement sur un écran. La scène doit être imaginée dans ses moindres détails pour générer de véritables émotions. Ainsi se construit une expérience. Ici, la pensée est le moteur de l'énergie. L'objectif peut être aussi la guérison.
Aux États-Unis, la méthode est utilisée avec succès dans la lutte contre le cancer par le docteur Simonton. La pensée constitue notre force la plus extraordinaire. Ses seules limites sont celles de notre imagination. Nous nous arrêtons irrésistiblement aux frontières que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Mais si nous faisons l'effort d'élargir cet horizon, nous réussissons à nous réaliser au maximum. Il est certain que nous avons tendance à nous sous-utiliser. Nous avons la possibilité d'être beaucoup plus que ce que nous sommes et que nous avons été jusqu'ici. Faisons maintenant une incursion dans le futur. Les développements de l'informatique nous ouvrent des perspectives illimitées. Il nous est aujourd'hui possible d'entrer dans une sorte de réalité imaginative, comme celle qui vient d'être évoquée, et cela pour vivre des expériences qui nous permettent, par exemple, de nous soigner. Un casque, des lunettes, un gant donnent accès à cette réalité virtuelle. La porte s'ouvre, nous entrons. Devant nous, une sphère. Nous l'observons sous tous les angles. Le programme ne crée encore que des images simplistes. Peut-être, dans peu de temps, aurons-nous accès à une simulation plus réaliste, comme celle-ci, créée au départ d'un film traité par ordinateur. Nous explorerons nos sentiments amoureux pour mieux les vivre dans la réalité. Pour l'instant, tout cela ressemble encore à un simple jeu, mais ce n'est qu'un début. Ces techniques peuvent aussi inquiéter certains qui craignent de nous voir étouffés dans une sorte de programmation mentale. Mais il ne faut pas oublier qu'en la matière, nous restons maîtres de tous les choix. Le docteur Montecucco a élaboré un système qui intègre l'essentiel de ses expériences de pointe. Nous allons créer une machine qui nous permettra de visualiser les activités du cerveau divisées en 4 grandes fréquences électromagnétiques. Sur la droite, en partant du bas, les ondes delta en rouge, les ondes θ en jaune, les alpha en vert et les bêta qui vont du bleu au violet. Ces couleurs correspondent aux différentes régions du corps. Le rouge pour la zone du bassin, le jaune pour l'abdomen, le vert pour le cœur, siège des émotions, le bleu pour le visage, la zone de l'esprit. Ceci est un exemple pratique de la manière dont toute théorie scientifique peut trouver une expression propre dans le domaine de la médecine et de la thérapie. L'appareil diagnostique un blocage de la zone du plexus solaire, le chakra du cœur de la patiente qui souffre de maux d'estomac. Nous pouvons appliquer ici une thérapie très simple basée sur le son et sur la conscience de notre énergie vitale intérieure. Il faut rappeler que les champs électromagnétiques sont parcourus de photons qui ont certaines fréquences. Photon signifie énergie lumineuse. Nous les voyons dans une bande qui est le spectre visible du champ électromagnétique. Mais les champs électromagnétiques sont infinis. Il existe donc des bandes de lumière non visibles.
Grâce à certaines techniques, nous pouvons explorer mentalement notre corps, devenir conscients de nos énergies et même les voir, c'est-à-dire devenir conscients de notre champ électromagnétique. Nous fermons les yeux et nous commençons à sentir notre corps, à percevoir ces fréquences que nous appelons des sensations. Les sensations sont donc des fréquences qui arrivent du corps au cerveau à travers les nerfs. Si nous fermons les yeux et si nous regardons notre corps de l'intérieur, ce qui est une faculté que nous avons tous, mais que nous utilisons peu, nous commençons à percevoir les choses de manière différente. Cette technique se réfère à une musique, à diverses fréquences. Cette jeune fille respire légèrement avec tout son corps. Cela part du ventre, du thorax, jusqu'au cou, au sommet de la tête, puis le parcours inverse. Elle acquiert ainsi une perception de son propre corps. Elle met en mouvement ses énergies vitales et devient consciente de ses blocages. Cette technique permet une parfaite relaxation. Elle libère les énergies. Autrement dit, elle permet aussi bien de guérir que de prévenir les maladies. Au son est ici associée la couleur. L'énergie recommence à circuler harmonieusement dans le corps de la patiente, qui retrouve tout son bien-être. Toutes les méthodes évoquées dans ce document réclament encore bien des recherches, bien des vérifications. Elles ouvrent cependant 1001 possibilités nouvelles à la médecine de demain. Elles nous invitent à vivre en harmonie avec nous-mêmes comme avec les autres et avec la nature, chacun de ces éléments formant un tout parcouru par un même courant, l'énergie vitale. Elle nous est indissociable. Chacun de nous est tributaire de ce lien universel. Chacun de nous vit et contribue à faire vivre la planète bleue.